Bonjour, bonsoir YouTube, j'espère que vous allez bien. On est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle VOD des Chroniques d'Aidéline, qui est déjà la numéro 7. Et pour la numéro 7, nous allons donc vous parler du projet Météore ainsi que du 7e fléau. Et je ne suis bien évidemment pas toute seule, je suis accompagnée de mon très cher Arxel. Comment vas-tu? Bonsoir à toutes et à tous. Eh bien, écoute, moi, ça va très bien. Eh bien, c'est parfait. Je te propose donc que nous commencions dès maintenant. Donc, lors de l'épisode précédent, on était revenu sur toute la 6e ère astrale qui s'étendait quand même sur un peu plus de 1500 ans et qui était donc assez conséquente en termes d'évolution. Et on s'était arrêté sur donc eh bien, tout ce qui était l'émergence de Garlemald et le fait qu'il louvoyait quand même pas mal sur le continent d'Aldenar. Et ils ont demandé à la fin à un certain Legatus de l'armée garlemaldaise de se rendre sur la scène occidentale. Et on commence donc avec ce fameux Nael van Darnus, le rapace argenté, qui arrive bien évidemment sur le théâtre occidental avec sa 7e légion impériale. Il avait été préparé pour l'armée depuis son enfance, puisque son père était un héros de guerre décoré lors de nombreuses batailles qui ont vu Garlemald devenir un empire. Et il a été nommé à ce prestigieux grade de Legatus peu après que son frère aîné ait succombé à une soudaine maladie. Le jeune légat a cependant rapidement fait savoir qu'il ne s'attarderait pas longtemps dans l'ombre de son prédécesseur, son premier ordre en tant que légat étant l'exécution publique des conseillers les plus proches de son père. Après tout, toute opposition doit être réprimée par le feu et l'acier, et son ordre est le témoin de cette cruelle devise. Cet acte effronté a fourni au Legatus une quantité considérable de notoriété assez mal acquise dans la capitale garlemaldaise, ce qui a conduit à des rumeurs selon lesquelles le jeune Van Darnus avait contribué à la disparition un peu trop rapide de son père. Cependant, son statut social et son rang militaire lui ont assuré qu'il ne serait jamais jugé dans aucune cour de l'Empire. Liée par la peur, la 7e légion de Nael van Darnus a acquis une force inégalée sur le champ de bataille et sous le commandement du rapace argenté, les nations du continent oriental d'Otar tombaient les unes après les autres. La Légion avait ainsi amassé des dizaines de victoires cruciales dans la campagne orientale de l'Empire, suffisamment en fait pour attirer l'attention de l'empereur Solus Zosgalvus en personne, qui a reconnu publiquement Van Darnus comme un homme au talent exceptionnel. L'empereur avait largement dépassé son 80e anniversaire en l'an 1572, mais la vieillesse n'entamait pas ses ambitions d'unifier les 3 grands continents sous le règne de Garlemald. Après avoir fusionné les affaires politiques des territoires occupés d'Otar, il jeta son dévolu une fois de plus sur Aldenar et ses vexants primordiaux. Quand l'empereur a déclaré l'anéantissement de ces derniers comme l'une des priorités de son administration, Van Darnus a été rapide pour saisir l'opportunité. Il a approché son souverain avec une proposition pour débarrasser Eorzea de ses faux dieux une bonne fois pour toutes, en utilisant les connaissances de la maison d'Arnus sur les reliques alagoises pour réussir là où d'autres avaient échoué. Et ainsi, les roues du destin ont commencé à tourner, menant Eorzea vers des événements dont le point culminant sera l'avènement du 7e fléau. Et donc, dans la 41e année du règne du premier empereur, une décennie avant l'arrivée de Nael van Darnus sur le front occidental, les impériaux tentèrent de communiquer avec la lune mineure d'Alamud. Et tout ça fut placé sous la direction de Midas Nan Garland, ingénieur impérial et grand ministre de l'industrie de l'Empire. Baptisé sobrement Projet Météore, l'unique test de l'opération a été réalisé dans la forteresse impériale de la citadelle de Bosja en utilisant des artefacts à la gouade donnés par la maison d'Arnus. Le projet a été proposé par Nan Garland après que l'empereur Solus Zosgalvus avait chargé l'ingénieur de trouver une solution à la menace des primordiaux. À partir des documents découverts dans les artefacts, le grand ministre a été en mesure de glaner que les armées d'Alag avaient également croisé le fer avec les primordiaux pour finalement concevoir une méthode pour vaincre ces êtres. Les descriptions détaillées de cette méthode, cependant, étaient commodément absentes dans les archives. Une pièce du puzzle se dévoila lorsque Garlon a découvert que la lune mineure d'Alamud n'était pas un corps céleste naturel offert par les dieux, mais plutôt un ancien satellite de fabrication à la gouaze.
Garland a supposé après ça que dans la nacelle métallique de la Lune sommeillait une grande source d'énergie inexploitée, une puissance oubliée en quelque sorte, qui pourrait transformer la Lune en une arme de destruction absolue si elle venait à chuter du ciel et si elle était lâchée sur Eorzea. La Lune pourrait tout simplement servir de météore à l'Empire. Et le projet Météore a été rapidement redirigé et la perspective allégeante d'une arme toute puissante a été largement approuvée par la cour impériale. Quelques jours après avoir reçu la bénédiction de l'empereur, Nan Garlond se rendit dans la province annexée de Bosja pour mener à bien sa première tentative de communication avec Dalamud. L'immensité de la puissance du satellite a en effet été confirmée ce jour-là, mais à un coût assez désastreux. Près de 5 millénaires d'énergie accumulée ont été dirigés par la Lune vers la tour de transmission improvisée de la citadelle. En conséquence de ça, le rayon émis par Dalamud était si intense que non seulement la tour, mais aussi la ville entière a été vaporisée en un instant. Des efforts ont été faits par les censeurs impériaux pour cacher l'événement à l'attention du public, mais la disparition d'un centre de commandement majeur était un trop grand secret pour être supprimé. La nouvelle de la catastrophe s'est rapidement répandue à travers Hydaelyn et devint plus tard connue sous le nom de l'incident de Bosja. La perte de Midas Nan Garlond, de l'émetteur lunaire et de la totalité des archives alagoises stockées à la citadelle de Bosja, c'est là apparemment le destin du projet Météore. L'empereur a déclaré qu'il n'avait aucun intérêt dans un pouvoir d'une nature aussi imprévisible et ordonna que le projet soit démantelé immédiatement. Nael van Darnus, cependant, n'était pas encore prêt à abandonner son obsession pour le projet Météore, refusant que les efforts de la maison Darnus soient réduits à néant. Après avoir appris son déploiement en Eorzea, Van Darnus a su que son attente était terminée et a saisi l'opportunité de faire appel à l'empereur, lui évoquant notamment les mérites de la résurrection du projet, prétendant qu'il avait découvert un moyen par lequel contrôler Dalamud avec succès. Après avoir enduré une impasse de 10 ans sur le front éorzéen, le vieil empereur, impatient de consolider son héritage avant sa mort, était à nouveau prêt à envisager l'idée d'un nettoyage du royaume des hommes bêtes et de leurs primordiaux. Ainsi, la deuxième phase du projet Météore a été lancée. Et donc, avec la seconde phase du projet Météore en cours, Nael van Darnus a commencé à stocker l'énergie qui serait nécessaire pour faciliter la chute de Dalamud. Le légat a affirmé que pour que ce projet soit un succès, l'Empire aurait besoin d'acquérir des quantités massives de cristaux, ainsi que de sécuriser les zones trouvées qui présentent de fortes concentrations d'éther. Étonnamment, vous le savez aussi bien que nous maintenant, les cristaux et beaucoup d'éther, c'est pas mal utile, notamment pour les invocations. Et alors que la petite lune devenait profondément cramoisie, la 7ème Légion impériale a déployé des escadrons équipés de technologies Magitech à travers toute Eorzea pour récolter donc de vastes quantités de cristaux, tandis que d'autres escadrons ont été chargés de s'emparer des 1000 gueules de Totorak en sombre linceul et de la forteresse de Zemael au Coertas. La garnison impériale a également travaillé à l'excavation des vestiges de la technologie alagoise laissée en Eorzea, recherchant activement tout document qui pourrait être utile aux ingénieurs de Nael. Les grandes compagnies, bien qu'ignorant tout des motifs de la 7ème Légion impériale, ont sonné l'alarme. Ainsi, des aventuriers issus des rangs des compagnies ont été envoyés à Sombre Linceul et au Coertas et ont réussi non seulement à stopper les opérations impériales, mais aussi à récupérer les avant-postes occupés. Cette poignée de victoires a renforcé la confiance dans la capacité des grandes compagnies à contrecarrer les forces impériales, apportant de la lumière à un royaume qui se trouvait plongé dans l'obscurité. Cependant, l'Empire n'est pas le seul ennemi auquel Eorzea doit faire face. Reconnaissant une augmentation d'activité des hommes bêtes qui semblait coïncider directement avec l'invasion de l'Empire, le sage Louisois a fait, malgré l'opposition de Charlayan et notamment de son propre fils, le long voyage vers Eorzea, avec l'intention de convaincre les grandes compagnies que si elles cherchaient la victoire, les tribus de bêtes ne devaient pas être ignorées. Le Cénacle du Savoir a proposé une solution. Utiliser les aventuriers pour lancer une offensive à 2 niveaux. Ce plan, cependant, n'était pas sans complications. Nael van Darnus lui-même est apparu devant les aventuriers envoyés pour tuer Ifrit, sortant sa hallebarde pour ouvrir une veine d'éther dans la chair du primordial et forcer une retraite prématurée. Peu de temps après,
Ce sont les Mocs de Sombre Linceul qui ont invoqué une manifestation d'un roi légendaire, tandis que les Ixali ont invoqué la cruelle Garuda. Le Cénacle s'est empressé de rassembler des informations sur ces primordiaux, et les tribus qui, jusqu'à présent, n'avaient pas pu ou voulu les invoquer. Sous la direction des Archons, les aventuriers ont réussi dans leurs efforts pour calmer temporairement la colère des hommes-bêtes, mais il est devenu évident que c'était des victoires creuses lorsqu'ils ont découvert que le flot d'éther qui s'est écoulé des primordiaux à leur mort ne retournait pas à la terre. Bien au contraire, il était absorbé par Dalamud. Le vertigineux plongeon du royaume vers le chaos semblait ne plus pouvoir être arrêté. Effectivement, et alors que les grandes compagnies étaient préoccupées par la menace primordiale, les 7e et 14e légions étaient sur le point d'achever Castrum Novum, un formidable avant-poste dans les confins de Mordona. Le Castrum jouerait un rôle crucial dans la campagne éorzéenne de Nael van Darnus et abrite en ses murs un émetteur lunaire. Peu de temps s'écoula avant que le Castrum Novum n'attire finalement l'attention du maître ingénieur Sid Nan Garlond, fondateur des forges de Garlond et réfugié de Garlemald, dont les vastes connaissances en matière d'armement magitech se sont avérées inestimables pour les dirigeants éorzéens. Garlond avait d'ailleurs appris par des documents interceptés qu'une sorte d'appareil de transmission était en cours d'érection dans la forteresse. Et ne connaissant que trop bien ce que les impériaux complotaient, car il était le fils de nul autre que Midas Nan Garlond, chef de la première phase du projet Météor qui a péri dans cette expérience vaine à la citadelle de Bozja, il se dit qu'il était important d'agir. En poursuivant son enquête, Garlond fut alarmé de découvrir que l'émetteur lunaire était déjà opérationnel et qu'il attirait lentement mais inexorablement Dalamud vers l'atmosphère pour une collision avec la planète. Il a donc tout naturellement fait appel aux grandes compagnies pour une aide d'urgence, et les 3 dirigeants des cités-États n'ont pas perdu de temps pour reformer l'Alliance éorzéenne, qui n'existait de nom que depuis peu de temps. En mettant en commun leurs ressources militaires pour une opération conjointe, c'était le plan pour réussir à contrer cette menace. La mission de destruction de l'émetteur lunaire était ambitieuse. Une poignée de pelotons issus des grandes compagnies assiégerait les portes du Castrum en guise de diversion, tandis qu'un groupe de redoutables aventuriers s'infiltrerait par derrière le Castrum, se débarrassant des patrouilles impériales avant de pénétrer dans la chambre intérieure pour détruire les générateurs de céruléum alimentant l'émetteur et le rendre, de ce fait, complètement inutile. Le moral était au beau fixe dans ce qui était considéré comme un moment crucial dans la lutte de l'Alliance éorzienne contre l'Empire, et l'opération a été un succès retentissant. Le groupe d'aventuriers a engagé à la fois des hommes et des machines magitech dans les murs de Castrum Novum, et de par leurs mains, le transmetteur lunaire est finalement parti en flammes. Ils n'ont guère eu le temps de célébrer leur triomphe que Nael van Darnus a salué l'escadron dans la chambre intérieure. Il a prononcé ce que les historiens décriraient comme une tirade alambiquée sur la tentative effrontée de l'Alliance éorzéenne de déjouer ses plans. Et avant de disparaître du Castrum, Darnus a délivré un dernier message aux aventuriers, qui était d'une clarté alarmante. Le transmetteur lunaire n'était plus nécessaire à la réalisation de Dalamud. Les observations astrologiques par la suite confirmeront les dires du légat. Malgré le démantèlement de l'appareil, la petite lune continuait sa descente. Une reconnaissance a été immédiatement envoyée pour vérifier la position de Van Darnus, et il a été rapidement révélé qu'il avait fui dans la direction du Coertas. Une réunion du Conseil de l'Alliance éorzéenne a été convoquée car certains ont supposé qu'il avait anticipé la prise d'assaut de Castrum Novum et qu'il était déjà en possession de connaissances qui assureraient le plongeon de la Lune Rouge sur la planète. Urianger Augurelt du Cénacle du Savoir a contribué également à ces recherches, reliant la petite lune à l'ancienne Alag. Le rapport du sage parlait également d'une multitude de ruines alagoises dans les champs de gloire, et les dirigeants de l'Alliance n'avaient que peu de doutes sur le fait que Nael avait mis le cap sur les plaines de l'Est. 3 unités de reconnaissance, une de chaque grande compagnie, ont été chargées d'arpenter le terrain à la recherche de signes de Nael van Darnus, mais aucune n'a survécu au barrage d'énormes morceaux de fragments météoriques qui pleuvaient de la petite lune. Les observateurs dans la région ont rapidement découvert que la trajectoire des roches sur les positions de leurs camarades n'était pas un phénomène naturel, mais une attaque délibérée. Dans leur rapport à l'Alliance, ils ont parlé de la façon dont ils ont été témoins d'une chaîne de rochers flottant au-dessus de la Terre,
le plus central d'entre eux émettant un unique faisceau de lumière dans les cieux en direction de Dalamud, de la même manière que l'émetteur lunaire l'avait fait à Castrum Novum. C'étaient les ruines alagoises du rapport de Louisois. C'est ainsi que le Conseil de l'Alliance éorzéenne arriva à la conclusion que, pour la survie du royaume, Nael van Darnus devait être arrêté par tous les moyens nécessaires. Un petit groupe d'aventuriers s'est alors attelé à la tâche, et Signan Garlond leur a offert le passage jusqu'au centre des îlots flottants, à bord de son aéronef, l'Entreprise. C'est là que les aventuriers allaient affronter le Legatus maniaque dans un combat à mort. Malgré toute la puissance et le pouvoir du rapace argenté, ce sera son dernier combat, alors que les aventuriers lui porteront le coup de grâce. Après sa mort, l'escadron s'est échappé du Coertas alors que les îlots s'écroulaient, éparpillant des débris sur la terre. L'aéronef de Garlond a alors mis le cap sur Gridania, et les aventuriers ont été accueillis comme des héros quand le Conseil a entendu la nouvelle. Van Darnus n'était plus, le royaume était sauvé. Cette jubilation aussi, cependant, sera de très courte durée. Effectivement, hein, car c'est le Cénacle du Savoir qui a annoncé la triste nouvelle. Les ruines alagoises avaient été détruites dans la bataille contre Nael van Darnus et Dalamud continuait inexorablement sa trajectoire de collision avec la planète. Les quartiers généraux des grandes compagnies étaient en pagaille en entendant le rapport, jusqu'à ce que Louisois propose une proposition peu orthodoxe, sinon désespérée, pour sauver le royaume de la destruction, ce qu'on appelle la prière solennelle. Le sage a proposé qu'en invoquant les 12 divinités du panthéon éorzéen, le royaume pourrait implorer les grandes puissances de repousser Dalamud dans les cieux et sceller le pouvoir de la relique d'Alag. Inutile de dire que cette idée a suscité quelques critiques pour des raisons manifestement évidentes. Certains ont fait remarquer qu'en faisant appel aux 12 de cette manière, ils ne seraient pas différents des hommes-bêtes sauvages qui ont libéré leurs primordiaux sur la Terre. D'autres se demandaient si invoquer les 12 ne rendrait pas tous les habitants d'Eorzea subjugués, des esclaves sans âme sous leur influence, comme cela avait été le cas avec les dieux des hommes-bêtes. Louisois a donc assuré à ses compagnons que l'invocation qu'il proposait ne ressemblait pas du tout à une invocation primordiale, bien au contraire. Il chercherait un moyen de prier les 12 de simplement prêter leur pouvoir divin pour sauver le royaume. Les dirigeants de l'Alliance éorzéenne ont accepté le pari que Louisois faisait, mais aucun ne pouvait nier un sentiment sous-jacent de désespoir, car l'histoire avait prouvé à de maintes reprises que toutes les époques de prospérité étaient vouées à se sceller dans la plus sombre des manières. En effet, et alors que le Cénacle du Savoir terminait les préparatifs de l'invocation, il a demandé aux aventuriers de lui servir de guide. Ces aventuriers se sont donc embarqués dans un pèlerinage pour s'agenouiller devant les stèles des 12 et invoquer le pouvoir des dieux. Les grandes compagnies ont fait leur part en guidant les résidents des cités-États dans de ferventes prières à leur dieu protecteur. Et en cette période de fin imminente, il a été dit que le royaume tout entier se rassemblait pour implorer les cieux d'une seule voix, une Éorzea unie par les litanies de son peuple. Tandis qu'aventuriers et simples citoyens suivaient le plan du sage Louisois, l'empire de Garlemald s'est remis en marche. L'Alliance éorzéenne a été informée que les restes de la 7e Légion impériale, désormais sans chef, se rassemblaient donc dans les plaines de Cartenot, où Dalamud était censé toucher terre. Et cette information provenait de la plus improbable des sources. Gaius van Baelsar, légat de la 14e Légion impériale, qui s'est présenté lui-même devant un aventurier en pèlerinage. Le légat raconta à l'aventurier que les hommes de la 7e étaient devenus aussi fanatiques que leurs commandants avant eux. Ils ont refusé d'accepter la mort de Nael van Darnus et ont marché vers les plaines sur ce qu'ils prétendaient être l'ordre d'un homme qui ne possédait aucune ombre. Comme Van Baelsar, la 7e Légion avait l'intention de sécuriser la zone autour de Cartenot pour s'assurer que personne ne pourrait prévenir l'impact de Dalamud et qu'ils étaient prêts à défendre les plaines au péril de leur vie. Avec la confession de Van Baelsar, l'Alliance éorzéenne a fait face à une nouvelle crise. Pour compléter le rituel d'invocation que Louisois avait imaginé, l'invocation finale devrait être faite directement sous la petite lune. Il était maintenant clair que les ressources limitées des grandes compagnies devraient d'abord faire face à la 7e Légion, conquérante du continent oriental et de l'élite de l'Empire. Le décor est planté, les joueurs prennent position. Cartenot sera le témoin d'une bataille décisive pour le destin d'Eorzea. Les espoirs et les rêves de son peuple
opposé au désir ruineux d'une armée plongée dans la folie, sous la lune rouge qui s'approche. La défense d'Ulda était assurée par les lames de cuivre, alors que les immortels partaient pour Carteneau depuis la porte de Thal à l'est de la ville. Le passage par cette porte était d'une tradition bien ancrée pour les armées d'Ulda, car il était dit que Thal accorderait la mort une première fois à ceux qui s'éloignaient de sa sortie, en leur permettant ainsi d'éviter une seconde mort sur le champ de bataille. Pendant ce temps, à Limsa-Lominsa, l'ancre était à peine sèche sur l'accord de Galadion que le Maelstrom s'est assuré l'aide de puissantes factions de pirates pour sécuriser les plaines sous l'étendard écarlate. Des troupes de pirates notoires telles que l'exécuteur sanguinaire, la horde du Kraken et les sirènes sanguinaires sont devenues des compagnies libres investies d'une pleine autorité martiale. Les deux vipères de Gridania, quant à elles, quittent Sombre Linceul avec la Padjal, Khan et Senna, flanqués par les tireurs d'élite des Flèches Divines et avec un contingent nominal restant derrière pour garder la ville. À son tour, marchant avec les rangs des grandes compagnies, se trouvaient des dizaines d'aventuriers brandissant de puissantes armes qu'ils avaient gagnées au cours de leur voyage. Les armées de l'Alliance éorzéenne se sont rassemblées au nord du Tanalan, se dirigeant comme un seul homme vers le nord jusqu'à Mordona, avant de pousser jusque dans les plaines depuis l'ouest. Les restes de la 7e Légion, quant à elle, se sont placés en formation sur le bord est des plaines, tandis qu'un détachement de Castrum Sentry était censé attaquer les grandes compagnies par l'arrière. Les commandants de l'Alliance éorzéenne ont contrecarré l'offensive en envoyant des aventuriers pour tenir à distance les cordes de Castrum Sentry, tandis que leur ligne de front avançait vers l'armée impériale. Les deux camps avaient fait leur premier pas et la bataille de Carteneau avait commencé. Alors que l'infanterie principale de l'Alliance éorzéenne se déployait pour rencontrer les forces impériales, Louisois arriva bientôt et commença son invocation des 12 sur un promontoire surplombant le champ de bataille. De là, ils s'efforceraient de concentrer leur pouvoir divin sur Dalamud, et les avant-gardes des deux armées s'affrontèrent alors que la marée de la bataille partait en faveur de l'Alliance, puis des impériaux, et inversement. Les impériaux, cependant, allaient bientôt renverser complètement les chances de l'Alliance lorsqu'ils déployèrent la phase suivante de leur stratégie. Pas moins de 10 dizaines de chevaucheurs Magitech, chacun à bord de leur propre armure de combat Magitech de classe faucheuse. Les prouesses offensives de ces machines de guerre nouvellement développées étaient écrasantes. Et l'emprise provisoire de l'Alliance sur la ligne de front a commencé à vaciller. Pour l'Alliance éorzéenne, c'était la première opération à grande échelle à combiner les efforts de tant de forces différentes. Les commandants ont lutté pour coordonner correctement les mouvements de chaque unité. Les membres des grandes compagnies, comme les factions pirates de Limsa-Lominsa et les Migwa servantes parmi les immortels, employaient tous des tactiques qui différaient les unes des autres et entraient parfois en conflit les unes avec les autres. En ce sens, on peut dire que la vaste armée qui a fait face à la 7e Légion à Carteneau n'était guère plus qu'un assemblage désordonné d'unités chargeant sans but et avait uniquement un seul but commun pour les lier. Cette confusion s'est décuplée lorsque les chevaucheurs Magitech et leurs faucheuses sont descendus sur les factions éorzéennes. Peu importe les ordres qui avaient été donnés, ils n'avaient plus de sens maintenant. Chaque homme se battait pour lui-même. Et le nombre de l'Alliance dépassait de loin celui de la Légion impériale en déclin, mais l'absence d'une stratégie cohérente signifiait que la pleine puissance de leurs forces n'a jamais été mise à contribution. Garlemald, bien moins nombreux en termes de forces présentes, avait à sa disposition un ensemble de technologies avancées et des années de conditionnement sous un régime militaire strict. Une fois que les faucheurs ont été déployés, la 7e Légion a rapidement pris le dessus. Dans cette conjoncture chaotique, les aventuriers ont été le salut de l'Alliance. Ceux qui avaient été envoyés pour disperser la force de diversion de la Légion à Castrum Sentry ont fait leur entrée tardive sur le champ de bataille et ont rapidement rejoint la mêlée. Ils n'étaient pas étrangers aux manœuvres de l'armement Magitech, et grâce à des assauts aussi efficaces qu'impressionnants, le moral était revenu dans le cœur des forces éorzéennes. Ultimement, et grâce aux efforts des aventuriers, les impériaux ont été repoussés, permettant à l'Alliance éorzéenne de se frayer un chemin une fois de plus. Seulement, personne sur le champ de bataille n'était préparé à ce qui mit fin aux hostilités. En quittant le firmament et en entrant dans le ciel de Carteneau,
La lune rouge s'est fissurée, et de l'intérieur de la sphère a émergé un ancien primordial, comme Eorzea n'en avait jamais vu. D'après les recherches post-calamité des archontes du Cénacle du Savoir, le primordial que les Alagois ont asservi à l'intérieur de Dalamud n'était autre que le redoutable dragon Bahamut, invoqué pour la dernière fois quelques 5 millénaires auparavant par une horde de dragons sur le continent sud de Meracidia, lorsque leur patrie fut envahie par l'empire d'Alag. Le vaisseau de contention brisé et Bahamut libéré de ses entraves, le colossal dragon s'est envolé pour infliger sa rage millénaire sur le royaume. L'ancien primordial s'arracha à Carteneau et fit pleuvoir un enfer de feu sur la terre. En fin de compte, il y avait une vérité dans les divagations incohérentes de Nael van Darnus adressées à la Lune. Le légat était au courant de la monstruosité logée à l'intérieur de Dalamud et a écouté le plaidoyer de Bahamut pour être libéré de sa prison. Les éclats en fusion qui pleuvaient de Dalamud et les flammes brûlantes qui jaillissaient de la gueule du dragon ne faisaient pas de distinction, et la guerre n'était plus qu'un souvenir. Amis et ennemis fuyaient le champ de bataille terrorisés. Alors que les hommes des deux armées couraient pour sauver leur vie, Louisois le Veilleur veillait en silence sur Carteneau, inébranlable dans son effort pour invoquer le pouvoir des 12. Et bien que Louisois ait échoué dans sa tentative de repousser Dalamud dans les cieux, il ne laisserait pas Eorzea supporter le poids du déchaînement de Bahamut, travaillant d'arrache-pied pour sceller l'ancien primordial là où il ne pourrait plus ravager le royaume. Maniant le légendaire bâton Tupsimati, il puisa dans les grandes réserves d'éther qui s'écoulent de la terre, canalisant sa force ainsi que les prières du peuple. Le pouvoir des 12 s'est manifesté en runes complexes dans le ciel, dans le plus puissant enchantement de scellement jamais tenté dans l'histoire d'Eorzea. Les marques de pierre des divinités, qui étaient nourries par les prières du Cénacle du Savoir, furent englouties dans des piliers de lumière, devenant des lances lumineuses qui transpercèrent le dragon, le liant sur place, tandis que les runes le confinaient dans une nouvelle prison. Les plaines de Carteneau étaient baignées par la lumière des 12, et il semblait que le rituel était terminé. Malgré le fait que tous les yeux étaient fixés sur l'invocation des 12, il semble qu'il n'y ait aucun témoin pouvant se rappeler avec certitude de ce qui s'est passé après que l'aîné des primordiaux ait été enveloppé par la lumière des dieux. Il est dit que le puissant sort du mage louisois, combiné aux vastes émanations des terres, a déformé la mémoire de tous les survivants, un effet qui a perduré longtemps après la calamité. Ce qui est certain, c'est qu'au moment où la lumière des 12 s'est dissipée, Bahamut n'était plus. Par la même occasion, les visages des héros d'Eorzea, les aventuriers qui ont permis à l'incantation de Louisois de se réaliser, ont été perdus dans l'histoire. C'est ainsi qu'Eorzea plongea dans la 7e ère ombrale. Et comme vous le savez, Carteneau a forcément été une bataille qui a fait beaucoup de morts, qui a laissé beaucoup de familles déchirées, brisées complètement. Sans compter forcément les soldats qui ont été soit laissés sur place parce qu'il n'y avait plus rien à faire pour eux, soit qui ont survécu. Et on a pris pour habitude de vous livrer des petits récits de certaines périodes, de certaines époques. Et bien ce soir, voici les mémoires d'un soldat anonyme de Carteneau. Les 12 ont fini par nous abandonner définitivement. Soit c'est ça, soit ils font preuve d'une ironie assez dégueulasse. Moi, ça a toujours été mon métier d'être soldat. Petit déjà, quand je voyais les parades, ça me mettait des étoiles plein les yeux et mon petit cœur était tout gonflé par les paroles dont je saisissais à peine la portée à l'époque. Mais je savais ce que je voulais faire. Défendre notre beau pays face aux méchants. Les méchants, c'est comme ça que je les appelais à l'époque. Oh, je viens pas forcément d'une famille riche, c'est même tout le contraire, mais bon. J'ai jamais été trop maladroit avec une épée et un haut plomb. Et puis, ça incarne bien l'idée de défense que j'avais après tout. Quand j'étais gamin, c'était drôle de trouver des branches pas trop sèches pour échanger quelques coups avec les copains. Et forcément, avec les gladiateurs pas loin, il y avait comme ce sentiment de se dire qu'on veut leur ressembler. D'ailleurs, les copains aussi se sont engagés aussi dans l'armée. De toute façon, c'était ça ou crever dans un camp de réfugiés et quitte à mourir, autant que ce soit en faisant ce qu'on aime. Forcément, mes vieux étaient pas d'accord sur ça. Ma mère, elle était inquiète comme toute bonne mère qui voit son fils unique partir en se disant que c'est la dernière fois qu'elle le voit. Mon père, quant à lui, ça a été un peu une autre paire de manches.
J'ai pris quelques nions dans la gueule et des phrases du genre t'es pas un soldat, espèce de branleur, tu crèveras à la première occasion où tu te tireras en te pissant dans les brais. Au moins, ma Sol mettait à manger sur la table et lui, il pouvait se payer son somnus de merde pour refouler ses propres échecs. De toute façon, hein, j'avais des gros comptes à rendre à Garlemald. Forcément, quand on a appris la nouvelle, ça a donné la niaque de se dépasser. Que ce soit sur le terrain ou aux manœuvres d'entraînement, j'étais pas le dernier. Et avec les copains qui s'étaient engagés aussi, on faisait une belle petite équipe, tiens. C'est peut-être pour ça qu'on nous a collés ensemble dans la même brigade. C'était peut-être nos origines. J'en saurais jamais rien. On en a laissé des types dans notre sillage quand on revenait victorieux. On fêtait ça. Quand on perdait un copain, on le pleurait avant de continuer en gardant un souvenir. Pour au moins se souvenir de qui il était, histoire qu'il ait pas vécu et combattu en vain. Et puis, il va savoir pourquoi, tout a commencé à merder comme pas possible. Le clébard de Menfina a commencé à luire comme pour nous rappeler de son existence, et les nouvelles devenaient de plus en plus graves quand on nous a dit que la 7ème était en train d'arriver. Ça a fait que chaque jour, on était mobilisés jusqu'à ce qu'on nous place dans le Coertas pour éviter d'être pris à revers par le camp d'en face. Pendant ce temps, Dalamud descendait toujours des cieux, mais personne n'a jamais eu l'idée de donner un putain d'ordre d'évacuation. Tenez bon, qui disait, les généraux. On a un plan désespéré qui pourrait marcher, donc on a fini par y croire nous aussi, forcément. Et puis à un moment, on nous a dit de nous regrouper à Carteneau pour un dernier baroud d'honneur pendant que le vieux Louisois essayait carrément de demander aux 12 de lui venir en aide. Nous venir en aide à tous, en fait. Des fois, les gens demandent aux soldats s'ils gardent des souvenirs des visages de leurs adversaires. Qu'est-ce que tu veux te souvenir d'un visage quand t'as le visage recouvert de sang, en fait? Alors ouais, forcément, les cris, je les entends toujours. Le bruit des armes qui s'entrechoquent, je les entends toujours. Le bruit que fait ces putains de faucheuses Magitech quand elles tirent, je les entends toujours, effectivement. Et le rugissement de ce putain de dragon, je l'entends toujours résonner aussi jusqu'à ce que ça me glace le sang et que je me recroqueville dans un coin en chialant pour ma propre vie. Je sais pas pourquoi je suis encore le seul troufion en vie parmi tous les copains qui s'étaient engagés. Pas mal d'entre eux ont même pas été retrouvés ou dans un trop sale état pour être ramenés à leur famille s'ils en avaient. Ouais. Les hurlements déchirants de peine des parents, je les entends encore aussi quand ils apprennent que leur gamin a perdu la vie. Certains de ces gars ont une petite stèle à l'église, mais pour moi ça fait beaucoup trop loin et ça fait surtout beaucoup trop mal. Je prie Ralger pour eux et je me souviens. C'est tout ce que je peux faire pour eux aujourd'hui. Bien évidemment, ça n'a pas uniquement touché les soldats. Et c'est pour ça que je vais vous raconter les mémoires d'une citoyenne de Limsa qui a vécu la chute de Dalamud. C'est finalement arrivé. Dalamud a fini par s'abattre sur nous. Tout ça parce qu'une nation pense de nous que nous sommes des sauvages et parce que les hommes bêtes invoquent leur propre dieu. Je n'ai pas passé un seul instant à craindre ce moment, en me demandant ce que ça impliquerait pour nous à ce moment-là, si personne ne pouvait rien y changer. Et pourtant, nous avons tous voulu y croire. Depuis là où nous étions, à Limsa Lominsa, c'était plutôt facile de voir la lune mineure se rapprocher de plus en plus. Mais ce qui en est sorti, c'était difficile de s'imaginer ça. Enfin, en ce qui me concerne, tout s'arrête ici. Alors que la lune explosait en libérant l'immense créature, des débris sont arrivés jusqu'à nous en détruisant de nombreuses constructions sur son passage et provoquant un raz-de-marée. Et j'ai bien peur de commencer à avoir du mal à garder conscience pendant que je sombre. Je revois ma vie défiler devant mes yeux dans une vision aussi claire que de l'eau de roche, en entendant tout de même des coups sourds au loin. Sans doute encore plus de débris. Je ne suis absolument personne, pas une soldate, pas une marchande, pas quelqu'un d'influent, juste une simple pêcheuse de la guilde. Ceci dit, tout le monde est important ici. C'est ce que j'ai appris à de nombreuses occasions, et c'est aussi ce que je me dis depuis. Certains nous protègent des menaces, que ce soit les pirates ou les monstres. D'autres font pousser de grands arbres qui produisent de délicieux fruits, qui sont ensuite vendus à tout le monde sans distinction. Nous, notre rôle, c'est de mettre à manger aussi sur la table, sans oublier de rendre grâce à Limlaen pour les bienfaits qu'elle nous apporte. Mais qui aurait pu nous protéger contre ça? Il aurait fallu un miracle sans précédent pour y arriver. Tout ce que j'espère, c'est que quelqu'un, quelque part, arrive à faire quelque chose pour Eorzea, pour notre terre. Il faudra que ceux qui restent se relèvent et reconstruisent en faisant encore mieux que nous s'ils peuvent. C'est tout ce que je souhaite. Limlaen,
Mère des océans et protectrice de notre belle cité, si mes paroles peuvent t'atteindre, viens leur en aide. Donne-leur la force de continuer à avancer. Moi, je suis impatiente d'être à tes côtés, dans un océan de calme et de sérénité. Et il y a forcément eu un après, comme vous vous en doutez. Et après que Bahamut se soit libéré de ses entraves, les champs de Carteneau ont sombré dans le chaos total. Les commandants de l'Alliance éorzéenne ont ordonné un retrait total pour sauver autant de vies qu'ils pouvaient de la fureur aveugle du primordial. Les archives militaires indiquent d'ailleurs que le général Roban des Immortels a hésité à ordonner la retraite après que les aventuriers avaient repris la ligne. Mais il a cédé à l'insistance de son homologue Canesena de l'Ordre des Deux Vipères. Comme les lignes perles étaient devenues silencieuses à cause des perturbations éthérées massives attribuées à Bahamut, les commandants ont été contraints de transmettre leurs ordres par des officiers à pied. Le commandement du Maelstrom affirme que l'amiral Merlwib Bloeshfishwin est descendu sur le champ de bataille en personne sur son bien-aimé chocobo Victoire pour arrêter les bandes de pirates qui se battaient courageusement même après l'émergence des forces primordiales. Pourtant, il n'y a pas eu de victoire à la bataille de Carteneau. L'Alliance éorzéenne a officiellement retiré ses compagnies des plaines et les restes de la 7e Légion impériale. Des guerriers reconnus pour leur conquête brutale dans tout le royaume se dispersèrent et fuirent dans toutes les directions. Après la retraite, les troupes de l'Alliance éorzéenne se sont repliées vers le nord du Tanalan. C'est là que les Immordels ont établi un camp soignant rapidement les blessés et recensant les survivants dans les rangs. Le Maelstrom, quant à lui, a souffert d'un coup terrible pour leur rang. D'autant plus que pendant la retraite, l'amiral Merlwib a subi une grave blessure qui l'a fait quitter le champ de bataille. Servant à sa place, le grand maréchal des tempêtes, Einzar Slafirswin, donna l'ordre de replier le Maelstrom sur Limsa Lominsa. Les deux vipères, cependant, ne retourneraient pas à Sombre-la-Seule avant un certain temps car Canesena a proposé à ses troupes de former des groupes de recherche et de retourner à Carteneau. Le but était très simple, porter assistance aux amis et aux ennemis qui gisaient blessés mais vivants dans ces plaines infernales. La compassion de l'ancienne élémentaliste elle-même, une guérisseuse accomplie, allait sauver un grand nombre d'hommes de leur destin. Et ce n'est pas seulement sur le champ de bataille de Carteneau que d'innombrables vies ont été perdues à cause du 7e fléau. De nombreuses pertes sont attribuées aux fragments enflammés de Dalamud qui se sont abattus sur la terre, des sommets du Coertas jusqu'au désert du Tanalan. Un nombre non négligeable de civils de Limsa Lominsa ont péri dans un raz-de-marée qui a englouti le littoral, provoqué lorsqu'un fragment géant de l'enveloppe extérieure de la lune déchue a plongé dans la mer voisine. D'autres encore ont péri dans les tempêtes de feu qui ont éclaté de la boule d'énergie éthérée déchaînée par Bahamut. Et alors que tout espoir semblait perdu au milieu du chaos et de la destruction, la Terre s'est soudainement animée et a montré les signes d'une inexplicable renaissance. Les survivants de la calamité crurent que l'invocation du pouvoir des 12 par l'archon louisois a été la force motrice qui a vaincu Bahamut et ne pourrait être décrite comme autre chose qu'un miracle des dieux. Les spéculations et les rumeurs sur l'invocation abondent, beaucoup parlant d'un curieux phénomène dans le ciel de Carteneau, une lumière brillante en forme de phénix. Cependant, le corps de Louisois n'a jamais été retrouvé. Mais des fragments de son légendaire bâton, Tupsimati, ont été découverts parmi les débris à Carteneau par une équipe de recherche des deux vipères. La dévastation au centre de la rage de Bahamut était absolue, faisant que les détails de ce qui s'est réellement passé en cette nuit fatidique font l'objet d'un débat vigoureux entre les érudits pour les générations à venir. Nous arrivons donc à la fin de notre récit sur le 7e fléau. Tout ce qui s'est passé par la suite aura lieu donc lors d'une prochaine émission.